Hi, I'm Pryn Perma. Welcome to the Literary Show Project, presented today by French Morning. We're speaking today with one of the world's most famous actors, but he's here in New York in a very different capacity, one that is perhaps more personal than any other movie role. He has written 5 books, and his latest, Innocent, is coming out this fall in the United States. We're very happy to welcome today writer Gérard Depardieu to the Literary Show Project. Hi, Gérard. Hi, Pryn. Gérard and I are both French, so I'm going to conduct this interview in our mother tongue. Gérard, ma première question est assez simple. Non pas pourquoi, mais comment êtes-vous devenu écrivain ou écrivant? Je ne pense pas être un écrivain, mais je ne pense pas. C'est simplement une... Bon, c'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on est un écrivain. Écrire, c'est un métier beaucoup plus difficile que celui que je me fais. Je pose des mots d'abord sur un tape recorder, après je transcris, ensuite je travaille dessus. Car un écrivain, c'est pas facile. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est de plus en plus difficile de pouvoir trouver en soi une raison d'être. Mais quand vous écrivez, c'est un peu pour faire voir le monde à votre façon? Donc c'est de comprendre les autres, comprendre l'autre. C'est un peu l'autre. ce que je pourrais dire à des gens que j'aime bien. C'est simplement pour essayer de rendre compte de ce que je vois seul et pour essayer de montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude, y compris de pouvoir transmettre ce qui nous passe par la tête quand on est seul. C'est très très bien de pouvoir faire les choses seul. C'était quoi la phrase de Peter Handke sur être seul et être humain? J'ai lu ça quelque part. Non, il est extrêmement pénible d'être en même temps vivant et seul. Mais le luxe, c'est aussi vivre dans une nature. Oui. Par exemple, comme Sylvain Tesson est parti au lac Baïkal et a vécu seul 8 mois avec des ours, où il avait un fusil parce que parfois c'était dangereux, mais en se coupant du monde. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça, de grands aventuriers. Jack London en est plein dans ses romans. Vous-même, vous êtes un aventurier? Non, je ne vais pas aussi loin. Vous baladez quand même pas mal, hein? Je ne vais pas chercher le luxe dans cette chose-là. Je l'ai facilement en moi, même dans une ville comme New York. Il y a des tas de choses intéressantes et il y a des tas de choses qui font beaucoup de bruit. Mais j'arrive à faire abstraction de ce bruit et de pouvoir contempler. C'est vrai que ce poumon qui est Central Park, qui existe, qui a été fait de toutes pièces par la main de l'homme, est absolument extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez des États-Unis? Vous avez des mots assez durs dans votre livre Innocent sur l'Amérique. C'est des mots durs sur tout le monde. Ça c'est vrai, oui c'est vrai. Mais l'Amérique, c'est un melting pot de tous ces gens qui étaient des extrémistes dans leur pays, et qui sont venus là, et qui ont continué ces extrémismes. Il n'y a qu'à voir There Will Be Blood, par exemple, avec Daniel Day-Lewis. C'est un merveilleux film de Anderson. On voit bien ces conquêtes et ces gens, ces prêches qu'ils avaient, ce fanatisme terrible. Et puis cette société américaine s'est faite là-dessus. Après, il y a eu tout ce que ça engendre, le racisme, le capitalisme, et puis la vie américaine. Maintenant, on est au sommet d'un capitalisme avec des minorités d'autrefois qui vont devenir des majorités. Les WASP ont un peu disparu, et il reste les hispaniques, les noirs, tous ces gens qui viennent des migrants, ce qu'on appelle, et qui deviennent de plus en plus des majorités. Il y a qu'à voir il suffit de voir les chaînes de... Bien entendu, c'est ce que Christophe Colomb souhaitait, en tout cas. Avez-vous une pensée sur le nouveau président américain? Non, je ne parle pas... Non, mais c'est grâce au président américain que le petit homme de la Corée du Nord existe. C'est comme ça, mais bon, moi je n'ai pas de haine particulière envers M. Trump. Je trouve qu'il se montre lui-même tel qu'il est. Maintenant, je ne suis pas intéressé suffisamment par la politique
ni même, ça m'a jamais intéressé. Je ne crois pas aux hommes qui veulent faire le bien des autres. Êtes-vous un homme bienveillant, Gérard Depardieu? Non, pas forcément. Je déteste la bienveillance, non, je suis un homme normal. C'est-à-dire qui peut se tromper, qui peut apologize, qui peut se pardonner ou se faire pardonner de s'être trompé. En lisant votre livre, vous parlez aussi d'innocence. Quand est-ce que vous ressentez l'innocence? Vous dites que vous ressentez cette liberté ou cette innocence quand vous êtes dans les steppes russes? Non, ce n'est pas l'innocence, c'est surtout la capacité de recevoir, d'ouvrir, de ne pas penser. L'innocence, littéralement, le mot innocent, ça veut dire ne pas nuire. Il y a des gens qui sont véganes, par exemple. Maintenant, on voit toutes sortes de choses. Végétarien, vegetarian. Il faut faire toujours les doigts là, yes. Ah ben, organic. Non, moi je suis pour tout. C'est-à-dire, je n'ai pas de problème de tuer un animal sans violence, sans férocité. Mais je comprends aussi ceux qui ne digèrent pas l'agonie. Je peux très bien comprendre les végétariens. Ouais. Moi-même, je mange de moins en moins de viande. Je ne suis pas un affolé de tout ça. On change avec le temps. Pour revenir à la littérature, je crois que quand vous êtes arrivé à Paris, votre initiation en fait à la langue, vous dites même à la langue française, finalement aux mots, est venue, c'est ça qui est assez drôle et qui est beau aussi, est venue aussi de la littérature russe. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est venu de la littérature russe par la foi dans la littérature russe. Surtout avec Dostoïevski, avec Pouchkine, avec Anna Akhmatova, aussi avec Lermontov, avec Tolstoï. Tolstoï qui a arrêté d'écrire à 53 ans et qui après s'est consacré à la religion, qui a libéré ses serfs, et les serfs ne voulaient pas être libérés, ils disaient non, on préfère rester avec toi. Quand on lit Vassili Grossman, par exemple, on s'aperçoit de ce qu'est le russe. Pas seulement que Dostoïevski. Dostoïevski, on voit les tempéraments russes. C'est-à-dire son dernier roman, Les Frères Karamazov. Innocent. Mais il y a aussi le Note d'un souterrain, il y a aussi tous les livres de Dostoïevski nous donnent, de même que Pouchkine, qui écrivait en français, qui est mort à 33 ans avec un français idiot sur un duel. Vous parlez beaucoup de votre horreur finalement du pouvoir, et vous êtes pourtant, vous parlez beaucoup de votre amitié avec un homme de pouvoir et qui l'exerce, de Vladimir Poutine. Est-ce que pour vous, c'est pas un paradoxe? Mais c'est un paradoxe pour vous. Pour moi, Vladimir Poutine est quelqu'un auquel je ne parle jamais politique avec Vladimir Poutine. Il me donne des leçons de géopolitique, car l'histoire l'intéresse. Et pourquoi il y a cette sorte d'amitié? C'est parce qu'il est fasciné que je connaisse autant. Et donc, avec Poutine, je parle de géopolitique. Lui m'a appris ce mot-là. Et puis, je connais bien son enfance, je connais comment il aurait pu mal tourner, mais c'est pas parce qu'il a un pouvoir et qu'il est extrêmement mystérieux, car c'est un homme qui souffre physiquement, qui a le dos fragile, mais qui dérange beaucoup de par ses silences et de par sa nature. Parce que il excite pas mal de femmes, d'ailleurs, je dois dire. Parce que c'est vrai que le pouvoir fascine toujours les femmes. Il n'y a qu'à lire, lisez Balzac. C'est pas l'homme politique, c'est l'homme tout court que j'aime. C'est comment il fonctionne. Il ne faut pas oublier ce qu'est l'âme russe en même temps. Et lui, c'est un vrai russe. Comme votre président, Trump, est un vrai Américain. Que finalement, Trump, c'est ce qu'il a de sympathique, c'est qu'il est prêt à faire un bras de fer avec n'importe qui. C'était exactement les mêmes GI que j'avais devant moi alors que j'avais 12 ans, à qui je cassais le nez, je voyais l'os, et qui me tapait dans le dos, il disait « Ah putain, c'est formidable, let's have a beer ». Et il me payait à boire. Donc je trouvais ça étrange. Puis après, je m'y suis habitué. Mais c'est bien, puisque vous, Américains, vous aimez ça, la bagarre. Vous aussi, vous aimez la bagarre d'ailleurs. La bagarre
on sent un instinct de survie extrêmement fort. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans votre parcours, dans votre vie et dans votre livre, c'est qu'il passe beaucoup par la culture. Et c'est quelque chose qu'on connaît peu, mais je voyais pratiquement à chaque chapitre et à chaque page des références au théâtre, à la musique, aux livres. On sent que pour vous, dans la vie et dans votre instinct de survie, passe aussi par la culture. Vous en avez besoin pour respirer. La culture ou autre art, forme d'art, est la seule chose qui me désinhibe, qui enlève toutes les inhibitions de ce manque d'instruction. J'ai quitté l'école très tôt et donc la seule chose qui me calmait, c'est effectivement la musique, la poésie, la littérature. Et je pense que n'importe quel condamné à mort, si on l'amène à la culture, aux choses, la violence disparaît. Qu'est-ce que c'est que la violence? C'est une frustration. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc vous enlevez la frustration et vous mettez une forme sur quelque chose où on peut comprendre, on se calme tout de suite. Et donc moi, il n'y a que ça, puisque mon rêve était de vivre ou de survivre. Donc pour survivre, j'ai appris que c'était mieux de faire sourire que de faire peur. Je me traînais avec un livre de Bergson qui s'appelait Le Rire. Et je pensais que c'était la méthode, une petite méthode pour faire rire. C'était en vérité, j'ai rien compris à ce livre. C'était un livre philosophique et c'est tout, quoi. Mais un mec qui lit Le Rire de Bergson, il ne doit pas être con. En fait, j'avais rien lu. Il y a beaucoup de gens qui prétendent comme ça. Mais je préfère effectivement la culture adoucie. On dit la musique adoucit les mœurs, je pense que c'est la vérité. De même que de voir un livre, un très beau livre, même si on se force parfois à lire, parce que des fois il y a des choses qui nous échappent, il y a toujours quelque chose qui vient, qui est mieux que dans ce qu'on voit dans un film. Il y a trop d'images et il n'y a plus de vérité. On est abasourdi par des attitudes. Et on la trouve la vérité dans les livres? Des postures. On trouve la vérité, celle qui se rapproche de ce qu'on pense. On ne va pas trouver la vérité, elle n'est pas trouvable partout. Ça dépend ce que vous cherchez. Quand j'ai entendu la première fois dans une scène de théâtre, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, zoulaches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses ou dépravées. Le monde est un égout sans fond. Les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose saine et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé ou souvent malheureux, mais on aime. Et quand on se retourne sur le bord de sa tombe, on se dit, j'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil. Ça, c'était une lettre que George Sand écrivait à Musset quand ils étaient à Venise. Et que Musset avait attrapé une chaude pisse car c'était un homme et qui avait baisé avec une pute. Et il était très très malade. Et George Sand est allé le soigner, en même temps a fait l'amour avec Pagello, le pharmacien de Venise. Elle a donné des choses pour enlever la fièvre. Et elle lui a écrit cette lettre-là. Et Musset, qui avait écrit les caprices, on ne badine pas avec l'amour, a mis toute cette lettre et a rajouté à la fin, et non pas un être factice créé par mon orgueil, point de George Sand, et Musset a rajouté « et mon ennui ». Et qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant ça? C'est ce que vous pouvez ressentir. Parce que là, quand vous le lisez, quand vous le vivez, je pense que vous avez été trompé aussi. Vous avez été déçu. Non, vous n'aviez pas de pharmacien. Donc vous avez pris quelques bouteilles. Il y a une critique de cinéma qui s'appelle Elisabeth Quint, qui a dit cette chose sur vous. Il a cette chose en plus, l'amour des mots, l'amour de la littérature. Depardieu, c'est le texte avant tout. Des mots qui lui ont tellement manqué quand il était petit. Il s'est rattrapé avec la fureur de l'autodidacte. C'est juste, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que les autodidactes ont cet petit avantage,
c'est qu'ils ne sont pas formatés par des lycées, des études, des choses, et je pense que c'est une grande liberté. Moi, je n'ai pas appris par des dramaturges qui étaient Marivaux, qui étaient Molière, qui étaient Corneille, qui étaient Racine. Je les ai vécus, j'ai respiré comme eux. Donc, c'est sûr que j'ai un avantage, mais aussi un inconvénient. Il faut travailler 2 fois plus. Je ne pense pas que les dramaturges puissent faire... je déteste les dramaturges. À chaque fois que j'en vois un dans le théâtre, je dis « barre-toi de là, ça va, laisse-moi découvrir les choses ». Quelles sont pour vous, les dernières questions, les grandes références littéraires américaines, vos grands livres? Moi, j'aime beaucoup William Faulkner, j'aime beaucoup Steinbeck, j'aime beaucoup... il y a un auteur nouveau, Russell Banks. Il y a des tas d'auteurs, il y a une très grande littérature et surtout, avant, de science-fiction, j'adorais la science-fiction, Van Vogt. Ils ont beau essayer de faire des films, mais ça ne vaut pas les livres de Van Vogt. Que ce soit La faune de l'espace, Le monde des A, Le monde des non-A, c'est extraordinaire pour quelqu'un qui vient de Châteauroux. Il y a une autre dimension, de même que les bandes dessinées. À Cleveland, c'était le royaume de la bande dessinée, comme Angoulême en France. Il y a des très belles bandes dessinées avec tous ces personnages. Mais je préfère les voir en drawing. Je préfère le voir en bande dessinée qu'au cinéma. Est-ce que je peux vous demander de lire un petit extrait d'Innocent? Ah, mais quand tu es enfant, que tu n'as rien, quand tu es seul et que tu perds tes copains d'école, quand tu n'as pas d'autres horizons que cette route où pour ne pas avoir froid, pour ne pas avoir peur, tu dois faire corps avec un arbre, avec un ciel, avec un orage, avec une montagne, avec le cosmos, et que tu comprends que tout ça, c'est aussi toi, que tu l'as en toi, que c'est ton souffle, ta respiration, ben, tu cesses d'avoir peur, tu cesses d'avoir froid, parce que tu entres vraiment en communion avec le mystère de la vie et de la nature. C'est en commençant par aimer ce qui te faisait peur que tu peux entrer dans la foi. La foi, ce n'est pas la prière, la foi, c'est la vie. C'était donc pour terminer sur ces belles paroles, Gérard Depardieu avec The Literary Show Project. That was Gérard Depardieu with The Literary Show Project. Merci mille fois de nous avoir accordé ce temps, cet entretien. Спасибо большое. Et ces belles paroles. Gérard Depardieu's book, Innocent, will be out this fall in the United States. Thank you very much. That was The Literary Show Project. Presented today by French Morning.